Bonjour donc, chers amis. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet pas très spectaculaire. D'ailleurs, on voit bien donc à la popularité donc, du thème, ça intéresse moins de monde. D'abord, ça concerne plutôt, on va dire, les développeurs et les programmeurs que les autres, ou tout au moins les chefs de projet. Mais c'est une problématique qui, personnellement, moi, me tient vraiment beaucoup à cœur, la modélisation, mais c'est un sujet délicat qui n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Alors, ça ne m'étonne pas. Hein. Bon, mais ça ne fait rien. Donc, écoutez, on va donc attaquer donc ce thème. Hein. Et donc, je vais, alors bien sûr, on va continuer comme par d'habitude à partager. Donc, je partage mon écran. Donc, le sujet, c'est échec de la modélisation ou pas. Moi, je pense que c'est un échec. C'est un échec. On essaye depuis pas mal d'années hein, de faire en sorte de réfléchir avant de coder. Hein. Mais les développeurs ou les chefs de projet un peu moins, mais les développeurs, pour leur grande majorité, n'aiment pas ça. Et c'est ce que l'on va regarder parce que je pense que c'est une erreur tragique que nous commettons parce que de toute façon, on va être obligé d'y passer. On va être obligé parce que le métier de développement maintenant s'insère d'une manière tout à fait différente et les prérogatives qui sont données donc, aux développeurs ne seront plus tout à fait les mêmes. Et je ne suis pas certain que le codage proprement dit en fera partie. À horizon très court, bien sûr, pas de problème, il n'y aura pas de changement profond. Mais dans le futur, je pense que ce n'est pas évident du tout. Donc, vous voyez, c'est un sujet que devraient regarder de près d'ailleurs les ressources humaines, parce qu'il est certain que les équipes de programmation ne seront plus pareilles donc demain. Ça, c'est une certitude. Et donc, il faut donc anticiper et s'y préparer. Alors, le sommaire d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que de mon point de vue, vous savez, j'ai eu sous ma responsabilité un grand nombre donc, de développeurs, et ils se ressemblent tous. Hein. D'abord, j'en suis un moi-même, hein, et j'ai les mêmes défauts qu'eux, mais ils se ressemblent tous, et en particulier, ils ont le défaut de vouloir programmer avant même d'avoir compris la finalité de ce qu'il leur est demandé. D'ailleurs, il y a des méthodes de gestion de projet telles que les méthodes agiles qui disent c'est pas la peine de vous casser la tête à essayer de comprendre le micro-détail de ce qu'il faut faire. Commencez à programmer, vous allez voir, on se retrouvera très bien. Ce que je considère être une hérésie absolue. Enfin bon, il y a des gens qui apprécient, hein, bien. Et pour moi, donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite boutade ici en bas. Question. Qu'est-ce qui va plus vite que la vitesse de la lumière, qui, vous le savez, est limitée à 299 777 km à la seconde? Eh bien, c'est les programmeurs. Les programmeurs qui se lancent dans le codage avant même d'avoir compris la finalité du projet. J'exagère à peine, croyez-moi, j'exagère à peine. Donc, il y aura toujours ça un petit peu en arrière-plan, mon objectif étant, mais pour mes propres programmeurs, je n'y arrive pas. Hein. Ce n'est pas pour autant que je suis mieux placé. Hein. J'ai beaucoup de mal à leur demander de réfléchir, de modéliser, vous voyez, de conceptualiser, ce qui est vrai d'ailleurs aussi bien pour les programmes que pour les données. Je traiterai la partie données à part. Donc, le sommaire que nous allons suivre, donc on va voir ce que recouvre un petit peu, on va rappeler un peu ce que concerne donc la modélisation, et puis on fera un tout petit peu d'histoire sur le sujet. On va rappeler donc ce que c'est que le codage, la gestion de projet, on va dire le développement piloté par la modélisation, donc piloté par les modèles, hein, ce qu'on appelle le MDD. Réfléchir avant de coder, c'est ce que je viens d'indiquer. Distinguer. Quand on fait de la modélisation, il faut faire la distinction entre, on va dire, les méthodes qui permettent d'aborder la modélisation, il n'y en a pas énormément, des langages qui sont ce qu'on appelle en mathématiques des langages formels, et puis, on va dire, les modeleurs graphiques qui permettent de mettre en scène des carrés, des flèches sur notre écran. Les langages de modeleurs graphiques s'appliquent à certains langages, pas nécessairement d'ailleurs uniquement dans le monde du codage, de la programmation, mais aussi par exemple pour les données. Bien. Donc il faut bien les distinguer. Alors l'approche UML, ça fait
des années qu'on essaye de travailler avec cet outil. Malheureusement, je pense que les créateurs, que sont Jacobson, Bush et Rambo, à mon avis, n'avaient pas bien compris ce qu'est un développeur. Un développeur, encore une fois, c'est quelqu'un qui veut aller vite, qui applique des recettes, et qui fait des choses, il fait des CTRL-C, CTRL-V. Et donc, il fait des choses qu'il a déjà faites. Alors que quand on lui demande de faire de la modélisation, on lui demande à réfléchir, à conceptualiser ce qu'on lui demande de coder. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens de Rambo, Bush et Jacobson, qui, je l'en précise, étaient des anciens, donc étaient des gens de l'OMG, donc une organisation qui est très orientée vers la conceptualisation à travers des modèles, eh bien, je pense qu'il n'avait pas bien compris de quoi était fait finalement un développeur. Et ce qui fait que l'or UML, on le verra un peu plus loin, c'est une usine à gaz monstrueuse. C'est un truc innommable. Si vous voulez comprendre ce qu'il y a dans les 13 diagrammes aujourd'hui, il faut vraiment avoir du courage. Donc je pense que ça a beaucoup desservi la cause du développement et de la modélisation, mais j'y reviendrai. Il y a bien entendu la modélisation des données, ça me paraît fondamental. Mais malheureusement, là encore, on fait des choses sur un bout de papier et sur un coin de table. Je ne suis pas convaincu qu'on aborde réellement des choses comme il faudrait le faire. Il faudrait passer par des modèles. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'aujourd'hui, on est en 2021, l'année prochaine, on sera donc a priori en 2022, et donc on va quand même de plus en plus vers de la génération de code. Vous me direz, ça fait longtemps qu'on dit ça. C'est vrai. Mais il y a quand même aujourd'hui des indices qui tendraient à montrer que la partie codage proprement dit, que ce soit à partir d'un modèle ou peut-être un jour à partir d'une description textuelle, comme le propose Copilot, qui est un outil de traduction qui appartient quelque part à Microsoft, qui permet donc de traduire du GPT-3, donc du texte, en du code. On voit quand même qu'il y a pas mal de tentatives aujourd'hui qui sont quand même relativement matures, qui commencent à être matures et qui permettraient donc d'obtenir donc du code, à mon avis, d'une manière relativement efficace. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il restera donc aux développeurs et aux chefs de projet la partie conceptuelle. Et la partie conceptuelle, elle est, à mon sens, beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre à partir donc d'un texte qu'à partir d'un modèle. Et qu'on ne me dise pas d'ailleurs que c'est compliqué parce que ce n'est pas vrai. J'aurai donc l'occasion d'y revenir. Donc, génération donc du code. Et je crois quand même, pour toutes ces raisons, on va essayer donc de l'expliciter, que l'avenir appartient quand même donc à la modélisation. Bien. Alors, on rentre dans le détail. Vous savez, la modélisation, c'est un vieux fantasme. Ça remonte aux années 70. L'idée que l'on avait au début, c'était de générer, finalement, d'une manière automatique, un programme, tout au moins une partie du programme, à partir d'un modèle. Voilà. Et donc, c'est très ancien. Moi, j'ai suivi les premiers cours sur le langage Cori, qui est une sorte d'ancêtre, on va dire, du ML. J'ai rien compris sur le coup. C'est vrai. Mais le ver était dans le fruit. Et le créateur, le concepteur donc, de Cori à l'époque, qui s'appelait Robert Mallet, qui a maintenant disparu, avait compris avant tout le monde qu'il fallait réfléchir avant de coder. Et donc, bon, l'idée, c'était de pouvoir générer. Le modèle, en plus, alors on avait des arguments pour ça. Le modèle ne devait pas dépendre de la technologie sous-jacente. Vous voyez, il ne fallait pas. Donc, les architectures techniques devaient s'adapter à un modèle, et quelque part, et bien à partir d'une même description modélisée, on devait pouvoir générer le code, quel que soit, c'est impossible, mais en tout cas, le maximum, on va dire, de plateformes d'exécution. Et c'est incontestablement une autre manière de concevoir les applications. C'est vrai. On ne se précipite pas sur le code, vous voyez. Alors, est-ce que le fantasme, car c'est un fantasme, va devenir réalité? On peut imaginer toutes les contraintes technologiques, bien entendu, et méthodologiques qu'il peut y avoir derrière tout ça. Ce n'est pas très évident. Et puis, on n'est pas certain d'améliorer la productivité, parce qu'après tout, les développeurs,
sont capables de générer du code très rapidement et du code de très bonne qualité parce qu'ils ont de l'expérience, et ils ont des patterns, ils ont des API qu'ils connaissent bien, des architectures d'implémentation qu'ils connaissent bien. Donc, effectivement, ils vont aller plus vite. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de perdre son temps à réfléchir à des petits carrés et des flèches qui n'apportent rien au paysage. Actuellement, vous le voyez, je ne suis pas avec mes développeurs qui sont ravis donc de la question et qui se disent tant qu'il est loin, c'est parfait, on va coder comme avant. Et puis la veille de mon retour, ils vont vite faire des modèles. Hein. C'est ce que j'avais déjà expliqué lors d'un dernier webinaire. En fait, ils ne font que de la documentation avec les modèles. Et ce n'est pas ça. Alors, la grande idée que l'on trouve derrière ce fantasme également, hein, c'est le principe des mises à jour. L'idée est que si on vous demande de faire une mise à jour de votre appli, quelle qu'elle soit, sur le code métier, sur l'interface utilisateur, eh bien, la modélisation induit de faire la correction dans le modèle et ensuite de régénérer le code. Alors, ça, c'est pratiquement impossible. D'abord parce que la modification que l'on vous demande, c'est toujours le vendredi soir à 21h, et il faut que ce soit prêt pour le lundi matin, tout le temps. Et puis, ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut un serveur pour ça, un serveur qui soit suffisamment joufflu pour générer le code d'une manière suffisamment rapide. Hein. Et donc, finalement, ce que font donc les développeurs, et je l'ai fait aussi, hein, eh bien, c'est de faire la correction directement dans le code, surtout si elle est simple. S'il s'agit simplement de modifier un libellé, on ne va pas aller se casser la tête à revenir dans le modèle. Donc, ça peut se concevoir pour des grosses modifications, mais dans la pratique, on ne le fait pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il se produit à ce moment-là un décalage, une désynchronisation entre le code exécutable et son modèle. Ce qui est vrai d'ailleurs aussi bien pour les programmes que pour les données. Et à partir du moment où on a perdu les pédales, on oublie donc le modèle. Mais c'est un vieux fantasme, hein, quelque chose auquel on réfléchit quand même depuis pas mal d'années. Alors, ce que recouvre la modélisation, alors vous voyez, je vous ai mis ici mon ancien professeur, donc Robert Mallet. J'ai des souvenirs très émus de cet homme qui avait été donc l'inventeur de cette fameuse Cori qui, je prétends, est quand même l'ancêtre de toutes les méthodes qui existent souvent. Bon. Je vous disais tout à l'heure que j'ai strictement rien compris parce que moi c'est pareil. J'écrivais du code comme mes collègues. Hein, et quand il m'a dit, Robert Mallet nous dit il faut faire des carrés et des flèches, je me suis dit il n'est pas très normal. Hein. Et bon, mais en plus, c'était curieux, une approche très mathématique en plus de la chose, alors que je maintiens qu'a priori, il n'y a pas de relation forte entre le codage et les mathématiques. Or là, on vous demande d'avoir une approche mathématique, une conceptualisation donc mathématique. Alors, la tendance, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, elle est quand même à la formalisation donc, des développements de manière à les rendre plus rigoureux, je pourrais dire, de manière à améliorer la qualité du code. Hein. Alors, les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes formelles, qui sont donc des méthodes mathématiques, hein, donc méthodes donc, pour la modélisation, elles existent depuis à peu près 50 ans. Bon, j'y étais pas encore, hein, mais elles viennent elles sont issues donc des milieux universitaires. Bon. Et on essaye de donner un cadre mathématique, hein, donc formel, à la description des applications à construire. Et on veut si vous voulez, on veut réduire les incohérences le plus tôt possible. Et on disait, à cette époque-là, on disait, dans le modèle, on essaye d'apporter la preuve que ce que l'on a conçu au plan conceptuel, je ne parle pas du codage, eh bien, est quelque chose de correct. Et donc, il faut apporter la preuve que notre conceptualisation est intelligente, de sorte qu'après, lorsque l'on va faire des tests unitaires et des tests d'intégration, on aura beaucoup moins de surprises. Et pareil, une fois que c'est passé en production, on aura beaucoup moins de surprises. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de dire « je vais donner plus de rigueur à mon application ». Vous voyez, on ne peut pas reprocher. En tout cas, au départ, une méthode formelle au sens de Enshi, hein, donc ce sont des notations, hein, des carrés, des flèches, des choses comme ça, avec une sémantique dite formelle, donc mathématique. Ça veut dire que quand on nous dit
de faire un carré avec une flèche orientée dans un sens, de mettre des pointillés et puis faire des petites choses à droite et à gauche, ce n'est pas pour le paysage, hein, ce n'est pas pour faire beau, c'est simplement parce que c'est la règle et c'est, on va dire, la sémantique de ce langage formel, de ce langage de modélisation. Donc, il ne faut pas traiter ça avec, on va dire, par-dessus la jambe, en disant ce n'est que du dessin. Ce n'est pas du dessin. Et je reprocherai toujours, d'ailleurs, à Microsoft d'avoir proposé un outil qui s'appelle Visio pour pouvoir justement faire de la modélisation UML. Il n'a pas été un succès d'ailleurs. Hein. Mais Visio, c'est un outil de dessin. Et donc, chez les développeurs et les chefs de projet, il y a eu une confusion qui disait modélisation égale dessin. Voilà. Bon, non, c'est pas ça. Et donc, c'est un tout petit peu dommage. Et par contre, alors, le langage formel, le langage, c'est la syntaxe et toute la sémantique qui permet donc de décrire ce système. Vous voyez, on est donc dans un monde tout à fait mathématique avec un langage mathématique et ça, c'est l'outil de modélisation. C'est ce qu'on appellera donc un langage formel. Bon. L'inconvénient, vous comprenez tout de suite, c'est que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec le formalisme mathématique. Bon. Et je le comprends très bien, encore que j'ai toujours pensé que les mathématiques, si on ne les comprenait pas, c'est parce qu'on les avait mal expliquées. Voilà, c'est plutôt ça. Mais bon, beaucoup d'enseignants qui me disent que j'ai tort, je ne suis pas convaincu. Maintenant, il faut avoir quand même une certaine compréhension de l'outil mathématique pour ça. Et je prends toujours ce même exemple que j'ai déjà dû vous donner, mais je vais simplement me répéter. Si à la fin de cette heure que nous passons ensemble, vous vous dites, bah, après tout, ce qu'il dit, ce n'est pas complètement idiot, pour une fois, et donc peut-être que ça serait intéressant d'aller regarder UML, ce que c'est qu'un diagramme de classe. Et je vous dis que c'est vrai. Vous prenez un bouquin sur UML, diagramme de classe, la définition, c'est un diagramme de classe, c'est une arborescence quasi fortement connexe inférieurement. Je répète, une arborescence quasi fortement connexe inférieurement. Ce qui, du point de vue mathématique et du point de vue de la syntaxe, est juste. Alors, vous allez dégoûter tout le monde à dire ça, ce qui fait que les gens n'iront pas. Et ça, c'est le gros inconvénient. Et c'est ça qui, à mon sens, n'a pas tué, parce qu'on revient maintenant quand même à l'usage du UML, mais quand même à bloquer quand même son développement. Les avantages, c'est, je sais que c'est vrai, ça améliore la qualité du code que vous générez, la rigueur du process de développement. On est quand même encadré par des garde-fous mathématiques. Ça améliore la fiabilité des applications qui sont donc produites. Et en particulier, si vous avez des applications qui sont de type urbanisé, c'est-à-dire où on réutilise donc des composants, on a intérêt à passer par des modèles de manière à ne pas avoir trop de surprises après. Hein, c'est ça. Bon, d'ailleurs, vous remarquerez que les patterns, souvent, les patterns sont présentés sous la forme de diagrammes. Ah, ce n'est pas du code, hein, puisque de toute façon, un pattern, ce n'est pas du code. Et donc, un pattern, c'est simplement une manière de mettre en œuvre un problème donné. Ah ben, on donne des diagrammes, pas nécessairement UML, hein, mais ça peut être un autre. Donc, ça améliore donc, la fiabilité donc, des applications. Ça réduit les erreurs de spécification. Et vous voyez, toujours pour la même raison, c'est qu'on essaie d'apporter la preuve que ce que l'on produit et ce que l'on invente, eh bien, n'est pas complètement stupide. C'est un très bon support pour la maintenance et l'évolutivité. Quand on veut comprendre ce qu'a écrit un développeur il y a 25 ans ou il y a 30 ans, en général, on est au bord du suicide au bout d'une heure, hein, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'il a voulu faire. Et donc, si vous disposez de modèles, bah, c'est plus simple. Ça y est ou ça n'y est pas. Si vous faites de la maintenance et que vous voyez une méthode qui n'apparaît pas, enfin, vous ne voyez pas la méthode qui vous intéresse, bien vous allez la rajouter. Ça paraît quand même relativement évident. Donc pour la maintenance et l'évolutivité, c'est une évidence très intéressante. Et puis ça limite, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, on va dire l'importance des tests unitaires et donc des tests d'intégration. Par ailleurs, chers amis francophones, nous avons une langue en commun qui est le français. Compliqué, je le reconnais. Mais c'est une langue, et si vous voulez, c'est une langue qui est enseignée et qui milite à l'usage justement de ces langages de modélisation. Nous avons été formés conceptuellement avec notre langue à formaliser, on va dire à formaliser donc toutes ces choses-là. Il y a une corrélation évidente entre la langue que nous pratiquons et la modélisation.
Un anglophone ne serait pas pareil. Mais les francophones sont quand même beaucoup plus à l'aise avec ça parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Bon, donc vous voyez ce que recouvre la modélisation. Alors, le principe donc, du MDD, donc du développement piloté par les modèles, hein, ce qu'on essaye de faire également avec ça, c'est qu'on essaye quand même d'éviter donc, aux développeurs de se perdre un peu dans des arcanes techniques. On lui dit, voilà, le chef de projet ou développeur, tu commences par réfléchir d'une manière conceptuelle. Les problèmes techniques, on arrivera toujours à les résoudre, on essaiera tout au moins, et on verra ça plus tard. Donc, on essaye de faire comme ça. On estime, et c'est pour ça qu'on fait du MDD, qu'il vaut mieux passer du temps sur la conception, donc sur le codage. Il faudra donc passer du temps. Moi, je connais des applications qui ont été développées, dont la qualité d'ailleurs se justifie et s'explique par le fait qu'elles ont été développées avec une large part qui a été donc laissée à la modélisation. Bon, voilà. On est, dans les années 2000, tout le monde était convaincu que ce modèle s'imposerait parce que ça nous permettrait d'éviter de devoir écrire N fois les mêmes séquences en urbanisation, d'être trop près donc, du particularisme des plateformes, hein, ce que je viens de dire à l'instant, de générer des tests trop complexes, voire incompatibles, et puis de faire du spécifique à chaque fois. L'idée, c'était bien de passer par ce langage avec deux familles, on va dire deux familles d'éléments génériques qui sont reproduits à l'identique, mais aussi des familles de code, on va dire, spécifiques, particuliers, donc pour les applications. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est reproductible. Bien. Et on aboutit donc à la génération du code, mais aussi à la génération de la documentation. On a l'occasion souvent de dire ici que la documentation abhorrée, vomi par les tenants de l'agilité, moi je considère qu'un programme n'est même pas commencé s'il n'y a pas de documentation qui va avec. Donc, un modèle, quelque part, il est déjà très avancé dans la documentation de ce que vous voulez produire. Et donc, c'est déjà quelque chose quand même de très intéressant. Hein. Bon, génération de documentation, sauf que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, on fait toujours du spécifique. La documentation, c'est une règle, elle est toujours bâclée, très souvent en tout cas. Et puis, les tests, on est mal à l'aise avec les tests. Ça fait 40 ans qu'on traite les tests d'une manière qui n'est pas correcte. Bien. Mais moi, je considère, et c'est pour ça qu'on a consacré ce webinaire avec le Larson, je considère que l'avenir appartient au MDD. Parce que c'est ça qui restera aux développeurs et aux chefs de projet. Et on le voit sur ce schéma, vous voyez, finalement, c'est un récapitulatif de ce que j'ai dit. On part éventuellement d'une méthode pour vous aider, mais je vous ai dit qu'elles n'étaient pas très nombreuses. On va utiliser un langage formel, donc un langage mathématique qui est par exemple UML, BPMN, mais pareil pour les données. Hein. On aura donc des fonctions génériques ou des fonctions spécifiques, mais la modélisation s'applique dans les deux cas. Ensuite, on va donc générer le code, qui lui-même va produire la documentation, en plus, bien sûr, des modèles. Derrière, on fera les tests unitaires, on fera les tests d'intégration, mais on ne remontera pas en cas d'anomalie au code, on remontera au modèle, c'est-à-dire au langage. Enfin, ça, c'est la théorie, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, in fine, lorsqu'on a terminé, on génère donc un dossier d'intégration pour la mise en production et on déploie. C'est ça que l'on veut faire. Alors maintenant, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on réalise concrètement, hein. Alors, les chantiers que vous avez, les chantiers de la modélisation, alors ça, il y a énormément de choses. D'abord, il n'y a pas que j'ai voulu réinsérer, donc replacer, on va dire, la modélisation donc des programmes et des données dans leur contexte plus général de la modélisation. Vous savez, il y a une chose que je trouve qu'on a supprimée, qui à mon sens était une grave erreur dans les entreprises, on a supprimé les équipes, les départements de modélisation. Alors, parce qu'on ne voyait pas trop à quoi ils servaient, ça coûtait cher. Bon, très bien. Et puis finalement, les développeurs se débrouillaient tout seuls. Je pense qu'on a fait une erreur tragique, parce qu'on a rompu les amarres. Et puis maintenant, on ne sait pas très bien où on en est. Alors c'est pour ça que je rappelle un peu la philosophie de la modélisation, on va dire plus globale que celle uniquement donc, des programmes et des données. Alors déjà, la cartographie des flux, l'architecture du système d'information avec des modèles qui existent déjà. Par exemple, on peut rappeler les modèles de Zachman,
Un modèle de Zachman avec différents points de vue de perception, donc on va dire de cette architecture du TI, selon que vous êtes développeur, exploitant, utilisateur, il y a déjà une forme de modélisation. Ensuite, vous avez la modélisation des process, des programmes, des process métiers qui aboutissent à des programmes et les données qui aboutissent bien sûr à des référentiels de processus et de données. Vous avez la modélisation des activités. Quand on est dans une architecture de type, mettons, SOA, il faut enchaîner le traitement des différents composants qui constituent donc un service SOA ou MSA. Et donc, ça se modélise, par exemple, avec un outil qui s'appelle BPEL. BPEL, c'est un moyen de modéliser l'enchaînement des différents composants de manière à produire le résultat attendu. Voilà. Ça, on va dire que c'est BPEL. Bien. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne la modélisation liée à des activités spécifiques. Par exemple, on vient de parler d'orchestration ici, mais ça peut être aussi des problématiques de gestion d'identité, des problématiques de sécurité. Et tout ça, in fine, c'est destiné à rentrer dans une plateforme donc, de développement, un IDE, qui va donc me permettre de mettre tout ça en œuvre. Je crois, chers amis, qu'on devrait faire cet effort. On devrait faire cet effort parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je répète, c'est un petit peu comme les mathématiques. Je considère que c'est une erreur de croire que les mathématiques sont aussi complexes qu'on voudrait bien dire. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on les a mal enseignées. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, réfléchir avant donc, de coder. Alors, on l'a dit plusieurs fois, on se précipite un peu trop sur le codage avant d'avoir compris quelle était la question qui était posée. Moi, je crois, si vous voulez, que le codage, la programmation, ça procède plus d'un mécanisme, on va dire, de répétition. C'est-à-dire qu'on applique des recettes de cuisine. Je vous dis CTRL-C, CTRL-V, c'est exactement ça. Et donc, alors que l'analyse et la modélisation, c'est un processus de création qui est beaucoup plus complexe. Je ne crois pas. Pour moi, la programmation, c'est une technique, rien de plus. Alors, les développeurs ne sont pas d'accord avec moi, mais bon, on peut discuter. Je reconnais qu'ils peuvent aussi avoir une opinion tout à fait valable. Bon, ce n'est pas une science, c'est une technique. Alors que la modélisation et la conception, là, c'est une science. C'est tout à fait différent. Et donc, je pense que ça nécessite plus de neurones en activité. Alors, bien sûr, c'est une image. Il ne faut pas le répéter à mes amis programmeurs, mais je trouve qu'il n'y a pas que la vérité, en tout cas que la véritable intelligence se trouve dans la modélisation conceptuelle et pas dans le codage, sauf cas particulier. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec les développeurs, c'est que la plupart du temps, ce sont des garçons et des femmes qui sont très, très compétents. Très compétents, mais cette compétence, ils l'ont acquise à force de répétition. C'est-à-dire qu'ils savent que pour traiter telle chose, il faut appliquer tel pattern, tel API, ça marche comme ça. En général, ils sont habitués à un ou deux langages. Ils ont du mal à aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et donc, ils appliquent finalement des recettes de cuisine pour lesquelles je n'ai qu'à lire ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, pour un néophyte, appliquer une application en JavaScript avec le principe des promesses, ce n'est pas d'une évidence absolue. Mais quand vous l'avez fait une fois, deux fois ou trois fois, finalement, vous ne faites que répéter ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est vraiment, à mon sens, en tout cas, plus un processus donc, de répétition que la modélisation. Bon, l'avantage si vous voulez, de la modélisation, ça va être de réfléchir à une organisation, à une architecture fonctionnelle, et sans être trop perturbé, on l'a dit, par des considérations techniques. Bien. Ça permet également, la modélisation, de maîtriser la complexité, ce fameux problème de la complexité. La complexité, c'est entre guillemets, c'est le cancer donc, des programmes. C'est-à-dire qu'on fabrique des machins qui sont impensables, beaucoup trop complexes. Ce qui fait qu'après, là maintenant, ça devient ingérable, donc ce n'est pas possible de travailler comme ça. Or, la modélisation permet quand même, non pas de supprimer toute forme de complexité, parce qu'il y aura toujours des if, des do-while quelque part, pas ça, mais on aura quand même une perception qui sera plus claire de la notion de complexité. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de le faire. On peut aussi se placer sur différents points de vue. J'avais évoqué, donc, d'ailleurs, c'est exactement le cas du UML. UML, les use cases UML, ce n'est pas fait pour les programmeurs. Enfin, c'est fait surtout pour les utilisateurs. C'est le comportement des utilisateurs face à un process métier. Par contre, un diagramme de classe ou un diagramme d'activité ou un diagramme de séquence UML, ce sont des choses qui concernent là, par contre, plutôt
les développeurs. Donc, on a différents points de vue. Ce qui ajoute d'ailleurs à la complexité tant reprochée à UML. Les avantages, l'avantage, bon, on en a évoqué un certain nombre, mais je peux vous donner encore d'autres. Hein. Qualité donc, et précision donc, des descriptions. Voilà. On a dit un process ou une donnée, elle est là ou elle n'est pas là. Réduction du temps de conception. Alors on dit oui, mais je vais passer des journées à concevoir mes machins, pendant ce temps-là, je ne fais pas de la programmation. Et bien, je vous assure que ce n'est pas vrai. C'est que quand on réfléchit, qu'on fait donc l'ensemble, hein, qu'on fait le calcul de l'ensemble du temps passé, on s'aperçoit que le temps passé à la conception et à la modélisation sont très intéressants parce que ça évite beaucoup de problèmes après en programmation et globalement, on est gagnant. Je le pense, en tout cas par expérience. En fin de projet, on s'aperçoit finalement que les coûts sont réduits. Alors, je ne dis pas que c'est très spectaculaire, mais les coûts sont moins élevés. La maintenance est plus efficace et donc là, elle aussi moins coûteuse. Et vous savez ce que disait Napoléon Bonaparte, hein, c'est qu'un bon dessin, ça vaut mieux donc qu'un long discours. Et je pense qu'on est exactement dans ce contexte. Je pense que c'est un excellent outil aussi pour communiquer avec les utilisateurs. Franchement, un use case ou un BPMN, il n'y a rien c'est pas la peine d'avoir un prix Nobel de mathématiques pour ça. Hein. C'est relativement simple. Une formation sur l'UML use case, ça va me prendre 1h30 avec des gens qui n'ont jamais fait de développement. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Donc, excellent outil pour communiquer avec les utilisateurs. Et puis, j'avais évoqué donc, le caractère générique, on va dire, des architectures de type MSA ou SOA, et là où on est absolument obligé de passer par la modélisation. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser le code. Et si dans 3 ans, il y a une bombe qui explose, il vaudrait mieux avoir les modèles. Hein, voyez, parce que ça risque d'exploser dans 1000, 10 000, 100 000 programmes différents. Bon, réfléchir donc avant de coder. Alors, je précise, hein, donc on va balayer un petit peu tout ça. Les modeleurs graphiques, hein, je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on va expliquer, ce qu'est un petit peu un langage de modélisation, ce qu'on appelle un langage formel, donc un langage mathématique. Le modeleur, lui, c'est cet outil que l'on voit, enfin, ce genre-là, hein, cet outil que l'on voit sur votre écran, où on a, en fait, finalement, c'est du couper, déposer, je prends un petit bonhomme, je le mets sur l'écran, à côté, je mets une ellipse avec dedans le nom d'un process métier, je fais un lien avec une ligne continue entre le petit bonhomme qui est l'utilisateur avec le process métier. Donc, c'est l'outil qui me permet de construire à l'écran donc mes diagrammes UML ou autres. Hein. Alors, il y en a énormément. Il y a énormément d'outils. Là, par contre, choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, j'ai utilisé beaucoup Argo UML, qui est un outil qui a été écrit donc, en Java. Il y en a plein d'autres. Hein. Des outils Mega, par exemple, qui est un outil français qui a été développé par des Français, comme quoi ils ne sont pas tous nuls, et ils sont même parfois assez bons, et surtout dans ce domaine-là. Télélogique, IDH, Casewise, il y a toute une série. Et en particulier, vous en trouvez beaucoup dans le monde de l'open source. Voilà. Bon, alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces modeleurs soient compatibles avec le langage formel de modélisation. Bien sûr, si vous voulez faire des modèles BPMN, mais que votre modèle graphique ne peut pas le faire, non, ça sera à vous donc de choisir la solution adéquate entre les outils de modélisation, le langage formel, et puis le modèle graphique que vous allez choisir. Mais croyez-moi, il n'y a pas de problème majeur là-dedans. Donc, nous voilà donc devant l'incontournable, l'impossible, l'horrible, donc UML. Alors, l'UML a été donc inventé par ces 3 personnes. J'évoquais donc Bush, Rumbaugh. Par Bush, ce n'est pas le Bush américain, c'est pas le Bush. Bon. Bush, Rumbaugh, l'UML, qui sont des très bons, mais ce sont des théoriciens de l'OMG. Et à l'origine, ils avaient donc imaginé donc 9 diagrammes, qui étaient donc des manières de modéliser un certain nombre de choses. Alors, d'abord, les use cases. Les use cases, c'est donc la modélisation des relations entre l'acteur d'un système d'information et les process métiers avec lesquels il est en contact. Par exemple, la saisie de son identifiant, le lancement d'une facture, tout ce que vous voudrez. On est dans un monde d'utilisateurs. On va en dire quelques mots un petit peu plus loin. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. D'ailleurs, il y a 2 familles, c'est ce qui est montré ici, 2 familles en fait de diagrammes. Il y a des diagrammes statiques d'un côté et des diagrammes dynamiques de l'autre. Par exemple, les diagrammes de classe, là c'est pour les programmeurs, ça décrit donc, on dit qu'on fait une description statique
des composants, des constituants d'un programme. C'est une description statique. L'objet, le diagramme d'objet, ce sont les liens entre les objets qui sont donc les instances, bien entendu, donc des classes. Il y a aussi le diagramme de comportement et de déploiement. Le déploiement, ça concerne bien entendu donc, les contraintes et la manière de faire donc, le déploiement en production. Diagramme de séquence, j'avoue que je n'y comprends rien parce que je trouve que c'est beaucoup trop verbeux et c'est compliqué quand on a des applications un tout petit peu complexes. Diagramme de séquence qui indique que les messages que s'échangent les composants, les objets en cours d'exécution. Avec une chronologie en partant de zéro, et c'est un peu compliqué. Et puis vous avez aussi des diagrammes de collaboration, diagrammes d'état, diagrammes d'activité que je n'aime pas du tout. Par contre, il y en a d'autres qui me paraissent beaucoup plus adéquates que ça. Bon. Franchement, en général, ce qu'il faut connaître, c'est les use cases, diagrammes de classe, très bien. Et à mon sens, éventuellement, diagramme d'activité, ça peut suffire. Alors vous me direz, les développeurs, il y a des virtuoses du diagramme de séquence. Hein. Mais bon, personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu. Donc ça, ce sont les diagrammes UML. Alors vous voyez, juste un tout petit zoom, quelques instants simplement sur les use cases. Hein. Use case, ça définit donc une exigence fonctionnelle. Alors c'est le lien entre l'acteur et le cas d'usage, donc le fameux use case. Alors c'est représenté donc par la dépendance, c'est représenté donc par une association au sens mathématique du terme. Hein, on appelle ça une relation d'association en mathématiques, hein, qui est symbolisée et schématisée par une flèche. Et donc un case, par exemple, un use case, ça permet donc de concevoir des cahiers des charges. Hein, parce que les concepteurs vont apporter au cahier des charges une rigueur que n'aurait pas donc une description donc textuelle. C'est très intéressant. Alors, il y aura donc deux manières, essentiellement, hein, en gros, hein, deux manières d'envisager ces relations d'association. On va pas très loin, ce n'est pas très compliqué. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les relations d'inclusion et les relations d'extension. Quand on dit qu'une relation est de type inclusion, ça veut dire qu'un process en englobe un autre. Voilà. Par exemple, je veux que le process de connexion à mon système d'information va induire nécessairement que je vais me déclarer mon identifiant. Donc, il englobe le process d'identification. De la même manière, on parlera d'extension. Je prends souvent l'exemple de la facturation. On peut avoir un process métier de facturation, mais le cas d'une facturation en temps réel et d'urgence, ce sera un cas particulier. Et on dira que ce sera une extension peut-être du process générique de facturation. Quand vous avez fait ça, vous avez montré comment ça s'écrit avec les pointillés, les petites flèches, et après ça va, hein, et on peut très bien se débrouiller tout seul. Les diagrammes de classe, ça concerne bien entendu donc plus les développeurs. Ça décrit donc la structure statique donc, du système avec des classes et des classes, des packages et avec des relations. On voit ici un exemple donc, de ce diagramme de classe avec en haut ce qu'on appelle en programmation des interfaces et en dessous donc des classes. Et vous avez des liens entre les classes, des liens qui peuvent être des liens d'héritage, des liens d'agrégation et des liens de composition. C'est une forme un peu particulière. Et finalement, donc, les associations, vous voyez, elles définissent donc des types de liens. Et donc, ce sont des relations entre classes, relations mais au sens mathématique du terme. Et on a 5 ou 6 choses à connaître là-dedans, pas 36. Hein. Ce que c'est qu'un accesseur, c'est une opération qui renvoie une information sur un état d'objet, mais pas le représenter. Un modifieur, c'est celui qui permet de modifier donc, un état d'objet. Un constructeur, c'est celui qui permet d'initialiser une nouvelle instance. L'héritage, l'aliénation, le polymorphisme, hein, qui s'applique essentiellement, donc, on va dire, aux interfaces. Bon, c'est pas, mais je ne suis pas dans le codage, attention, hein, je suis ici uniquement dans la partie conceptuelle, je ne suis pas dans le codage. Mais il n'y a pas grand-chose finalement à connaître, simplement il faut avoir un petit peu, donc, à mon avis, de rigueur. J'ai simplement voulu ici rappeler ce que c'est que l'agrégation et la composition, la différence, la relation d'association de type composition, on parle de tout et de ses parties, on parlera de composition lorsqu'une partie ne peut appartenir qu'à un seul tout. Vous voyez, un meuble dans une pièce, il est dans une pièce, il n'est pas dans 36 pièces à la fois. Par opposition, une agrégation, c'est une relation donc, un peu particulière, où là, une partie, hein, une classe, hein, peut appartenir à plusieurs classes différentes.
C'est ça, on ne va pas rentrer dans le codage, hein. C'est donc bon, c'est tout ce qu'il y a à connaître. Alors maintenant, là, enfin, c'est tout. J'ai une heure, hein, donc évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout. UML n'a pas atteint ses objectifs et je vais vous donner les raisons à ça. Je pense que les responsables informatiques, d'abord, n'ont pas mesuré à leur juste valeur le saut quantique qu'ils demandaient à leur chef de projet et à leurs développeurs. L'approche mathématique a pu rebuter beaucoup de monde. Hein. Je vous évoquais tout à l'heure l'arborescence quasi-fortement connexe inférieurement. Moi, ça m'a tellement marqué, ce truc-là. Pourtant, j'ai une origine mathématicien, mais je dis que c'est criminel de faire ça. C'est la meilleure manière pour dégoûter tout le monde. Hein. À vouloir tout modéliser dans un cahier, depuis le cahier des charges jusqu'aux échanges, finalement, et à la programmation, UML est devenu un monstre. En plus, les équipes n'ont pas joué le jeu. Hein, les développeurs, souvent, n'ont pas fait l'effort minimum pour s'insérer là-dedans. J'en fais pas une généralité, hein, mais reconnaissez que quand même, je suis persuadé que dans votre entourage, vous devez voir un petit peu des choses de ce type-là. Hein. Et puis, les responsables de TI, plutôt que de procéder par touche homéopathique, ils ont voulu la rupture brutale. C'est comme ça et pas autrement. Ah, surtout pas. On va y aller progressivement, sans choquer personne. On fera éventuellement des petites formations, des trucs. On fera, oui, on ne va rien imposer. En tout cas, on n'ira pas donc de manière brutale. Résultat, c'est ce que j'évoquais, hein. Pour faire plaisir aux patrons, les chefs de projet ont fait des modèles a posteriori, ce qui ne présente aucun intérêt, parce que ça, c'est donc de la documentation, et ça ne sert à rien s'il y a déjà donc une documentation. Les inconvénients du UML, il y a maintenant 4 nouveaux diagrammes depuis quelques années avec UML 2.0, c'est de plus en plus compliqué. Les développeurs font un véritable blocage, un blocage viscéral. Hein. Certains parlent également de unwanted, c'est-à-dire de langage de modélisation non souhaité. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et puis, voyez, je vous ai parlé de vision, à mon avis, donc le UML a été dévoyé. Hein, et beaucoup de difficultés, alors ça c'est un gros inconvénient également, mais qui est assez général pour les langages de modélisation, c'est qu'il est très difficile de valider un domaine, un modèle, avant d'en générer l'implémentation. Je sais bien que c'est l'objectif, mais il faut comment valider ce modèle. Alors, apporter la preuve, ce n'est pas évident ça. Et en plus, la rétro-ingénierie, celle que je vous ai indiquée tout à l'heure, à savoir revenir au modèle pour ensuite régénérer du code, ça n'a pas été l'idéal. Du côté des données maintenant, du côté des données, c'est pareil. Hein, là, on a affaire, pas nécessairement d'ailleurs à la même population. Du côté des données, on a donc souvent des analystes, voire même des utilisateurs, qui doivent réfléchir sur les données qui leur sont nécessaires et utiles. Donc, on va appliquer les mêmes principes. Hein. On a eu l'occasion précédemment d'évoquer ces outils de modélisation de données. J'avais repris ces 2 phrases que je trouve très bien. Hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, donc de Boileau. Hein. Et puis Albert Einstein qui disait que si vous ne pouvez pas expliquer simplement un concept, c'est que vous ne l'avez pas compris. Alors ça me paraît, c'est vrai. En plus, c'est parfaitement exact. Donc, la modélisation va nous aider. Et c'est vrai que la modélisation des données pourra nous aider à aborder beaucoup mieux donc, une problématique globale. Alors, l'idée de base, c'est que les modéleurs de données vont traiter 2 choses. Essentiellement, la conceptualisation des données. Mais il permettrait également de générer la partie base de données. Normalement, un outil de modélisation de données ne se préoccupe pas de la base de données. Mais si on lui dit, dis donc Coco, il faut que tu me génères un schéma de type Oracle 12c ou MSQL ou PostgreSQL, il va vous le générer. Donc, il est concerné quand même par ça, parce qu'on ne va pas rester dans sa tour d'ivoire, il faudra bien qu'il y ait une correspondance. Bon, on a évoqué donc le cas de la modification, hein, donc que ce soit pour les données et la rétro-ingénierie, on se retrouve un tout petit peu devant les mêmes difficultés. Alors, ce que ce schéma vous montre ici, c'est exactement ça. Combien de fois j'ai pu me trouver devant ce problème? À gauche, vous avez donc une base de données, hein, ce qu'on appelle un schéma de base ici, une base de données relationnelle. Bon. Le schéma décrit pour chacun des records, il va décrire donc le détail des champs qu'il y a dans ce schéma. Et il va décrire également les liens qu'il peut y avoir entre des clés
d'une table par rapport à une autre table. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on est chez l'éditeur, on est chez Oracle, on est chez Microsoft. Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais être contraint de me plier aux ukases qui viennent d'Oracle et de Microsoft. Non, moi, je préfère raisonner d'une manière beaucoup plus absolue et ensuite, quitte à générer après un schéma de base de données. Vous voyez, la partie donc, conceptuelle donc, de données, on imagine un schéma, mais ce n'est plus un schéma de base de données. C'est un schéma conceptuel, ce qu'on appellerait avec le bon vieux Meurice un schéma, donc, un MCD, donc un schéma conceptuel. Bien. Et je pense, encore une fois, que l'avenir est là. Parce que ce n'est pas notre problème, de la même manière qu'on a abandonné la partie stockage physique des données, ce n'est pas notre problème que de devoir répondre aux caractéristiques spécifiques d'un schéma de base de données d'Oracle ou de Microsoft. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, je suis un utilisateur, donc je vais me limiter au schéma conceptuel, j'appuie sur un bouton et ça va me générer soit un schéma Oracle 12c, soit un schéma, mettons, PostgreSQL. Voilà. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas l'éditeur de la base de données, je suis pharmacien. Pourquoi voulez-vous que je me préoccupe avec ça? Et je pense qu'on va de plus en plus vers ça, étant donné qu'une grande partie du codage va disparaître, vous savez, enfin, disons dans les entreprises en tout cas, au profit donc de la modélisation, de la conceptualisation, qui devra être beaucoup plus rigoureuse. Et ensuite, la génération, elle se fera ailleurs, et en particulier dans l'info-nuage ou le cloud. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, il faut se reposer les bonnes questions maintenant et se dire qu'il n'est pas trop tard de reprendre de bonnes habitudes. Alors, le fameux modèle entité-relation. Alors, je suis un vieil utilisateur de Meurice qui a plus de 40 ans. Moi, je croyais que c'était un langage formel orienté données que personne n'utilisait plus. Bah, pas du tout. Hein. Il y a encore plein de gens qui s'en servent. Et en particulier qui est même enseigné. Hein. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il est enseigné actuellement à Stanford et à Berkeley. Bon, on ne peut pas dire que ce soit les universités les plus abruties qui est sur la planète, hein, mais pourquoi? Parce que c'est un langage de modélisation qui n'a pas vieilli, qui s'intéresse aux entités-relations, c'est-à-dire aux liens, d'abord aux entités, ce qu'on appelle une entité, c'est-à-dire avec un nom, avec une clé, avec ce qu'on va appeler des attributs, ce qu'on appellerait ensuite dans une base de données, donc des champs ou des colonnes. Donc on aura des entités, des factures, les clients, voyez, et on aura des relations entre ces entités. Et donc, ce qu'on va appeler un MCD va être un schéma qui va donc modéliser les relations qu'il y a entre les entités. Et il faut s'interdire absolument de raisonner avec les bases de données. Il faut raisonner dans l'absolu. On aura le temps après de voir ce qu'il faudra faire. Et il faut donc réfléchir en se disant que si vous aboutissez à, on va dire, un modèle entité-relation très touffu, avec des flèches dans tous les sens, dites-vous, signal d'alarme, ça ne marchera pas. J'ai eu l'occasion de vous le dire aussi, quand je dis ça à mes développeurs, encore maintenant, ils me disent, le vieux, il n'a rien compris, il est devenu fou. Il n'est pas fou complètement, hein, pas totalement en tout cas, et j'ai raison. Du temps, parce que la complexité du modèle rejaillira ensuite sur ce que vous allez produire. Donc, il ne faut pas que les développeurs ou que vous-même les utilisateurs se cachent derrière la complexité d'un modèle entité-relation pour produire ce qui semblerait quelque chose de sophistiqué. La sophistication de quelque chose, c'est le contraire, c'est la simplicité. Ce n'est pas du tout la complexité donc, du modèle. Donc, faire attention à ça. Mais on va dire le modèle, en tout cas, entité-relation, donc c'est exactement cette chose-là, c'est la réflexion. Alors, il n'y a pas qu'un seul, on va le voir, il y en a d'autres. Hein. Alors, j'ai mis ici une petite description un peu rapide donc, de ce qu'est une entité. Hein, c'est vraiment hyper simple. Hein. C'est par exemple les produits ou les articles vendus par une entreprise. Vous voyez, dans une même entité, c'est articles, parce que d'un article à l'autre, les informations n'auront pas changé.
Il y aura toujours l'identification, le prix, le lieu de stockage, même si les données elles-mêmes, elles vont changer. Donc, on aura des entités. Et puis, entre ces entités, on aura les relations d'association. Encore une fois, c'est un terme mathématique, hein, relation d'association. Donc, il y a une signification précise entre les identités. Par exemple, un client va commander des articles. Commander, c'est une relation d'association. Article livré fournisseur, livré, c'est une relation d'association. Bon, jusque-là, à moins de vraiment mettre vraiment de la mauvaise volonté, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez n'importe quel utilisateur, vous allez lui expliquer ça tout à fait d'une manière parfaite. Hein, il n'y aura aucun souci. Un attribut, bah, ça va être donc les fameux champs des bases de données, hein, ce qu'on appellera aussi une caractéristique, ce sera donc une propriété d'une entité ou d'une relation d'association. Le prix unitaire, par exemple, ce sera un attribut. Le nom de famille, vous voyez, donc la quantité commandée, c'est un attribut. Ça, un attribut de la relation cette fois-ci. La quantité commandée entre article et fournisseur, là, ça sera une spécification, une caractéristique de la relation d'association. La cardinalité, c'est encore quelque chose que vous allez trouver partout. La cardinalité, donc, entre une entité et une association, ça précise le minimum et le maximum de fois qu'un individu de l'entité peut être concerné par l'association. Un client peut commander, par exemple, de 1 à N articles. Donc, c'est ce qu'on appelle la cardinalité. Alors, il y a des contraintes. Des fois, on ne peut commencer que par 1 et pas par 0. Vous voyez, ou alors, le N, ça représente l'infini. Une façon un peu particulière de représenter l'infini, mais pourquoi pas. Bon, quand vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer dans votre construction de votre schéma conceptuel. Hein. Je veux dire, vous n'aurez pas de catastrophe planétaire. Bien sûr, on va vous obliger, si vous faites du Meurize, à respecter un certain nombre de contraintes, on va dire un tout petit peu plus gênantes. C'est pas terrible, hein, mais quand même un petit peu plus gênantes. Donc, il y a 6 méthodes dites normales, 6 formes normales qu'il faut respecter. Et j'en ai mis une ici sur une entité avec le numéro, bon, ce sont des livres, hein, avec entité, donc avec des attributs ISBN, le titre. Et ensuite, vous avez plusieurs auteurs avec l'identifiant de l'auteur, son nom et son prénom. Et après, vous avez le nom de l'éditeur. Bien. Ça, quand vous faites du Meurize, ça ne va pas. Parce que quand on a plusieurs fois le même attribut ou la même caractéristique, il faut la remplacer par une autre relation, entité-relation. C'est-à-dire qu'ici, on mettrait une autre relation qui s'appelle, alors, entre livres dans lesquels on ne gardera que ISBN, que le titre et le nom d'éditeur. Par contre, on va créer une autre entité qu'on va appeler auteur, avec l'identité de l'auteur, le nom et le prénom, et on aura une relation qui sera écrire. Les auteurs écrivent des livres, ou les livres sont écrits par des auteurs. Voilà. Quand on a plusieurs fois donc une même caractéristique. Bon, il y en a d'autres hein, qui peuvent parfois être un tout petit peu plus compliqués, mais je vous assure que quand on fait un effort quand même de compréhension de ce que c'est qu'un MCD, je veux dire, ça ne dépassera pas une demi-journée. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. J'ai fait des formations avec des équipes pour écrire des cahiers des charges. Ce sont devenus des virtuoses, peut-être pas tout de suite, mais ils sont vraiment devenus des virtuoses et on ne peut plus leur faire avaler n'importe quoi après. Bon, donc les règles normales. Alors, il y a sur le marché, je vous ai parlé de Meurize, mais il n'y a pas que Meurize, hein. Vous avez d'autres outils qui existent parce que, et je vous les ai mis parce que je pense que c'est important, comme la modélisation va revenir au bout du jour, et je suis convaincu que les ressources humaines devraient faire un effort pour voir comment former les gens pour, on va dire, les nouvelles générations donc, de TI qui arrivent maintenant en relation avec le cloud et donc le nuage. Eh bien, ce n'est pas idiot de savoir qu'il existe un certain nombre de choses sur le marché. Je vous les ai mis ici. Alors, Meurize a donc été créé, c'était dans les années 70 par Coletti, Rochefeld et puis Tardieu. Ça a été donc le creuset hein, pour la partie données. Les diagrammes de Bachmann, très très connus, je vous dis un mot. Vous avez la notation de Barker qui peuvent être utiles. Également la notation de Shem. Vous avez la modélisation DataVault donc, qui a été proposée, c'était en 2000 par un dénommé donc, Lindstedt, hein, très orienté vers l'historisation et l'audit donc, des données. Très bien. Vous avez IDEF1X, ça veut dire intégration def définition. Alors l'UML bien entendu. Vous avez aussi EBNF,
En fait, c'est l'extension de la forme de Bacchus Nord. Alors, pour les spécialistes de la modélisation, ça leur parle. Vous avez également, avec notre ami Ted Code, qui malheureusement est mort en 2011, vous avez les méthodes, on va dire, les langages RMT. Et puis, vous avez par exemple ORM, qui a été imaginé là encore dans les années 70 par un dénommé Nijssen. Et donc, voilà. Vous en avez toute une série. Alors, bien sûr, on ne va pas toutes les connaître, mais je pense que ça ne serait pas bête d'avoir des idées précises sur le diagramme de Bachmann, sur Meurize, et puis peut-être sur les use cases UML. Bon, c'est mon avis. Hein. Maintenant, vous pouvez agir différemment, hein, mais je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire donc d'aller au-delà de ça. À titre personnel, ouais, je vais tout vous dire. Hein. Bon, je pratique Meurize, c'est vrai, mais je ne pratique pas que Meurize pour la modélisation des données. J'utilise BPMN à la place des diagrammes d'activité du ML. J'utilise les use cases. Hein, les ont du ML, et j'utilise un certain nombre de concepts, d'autres outils, on va dire, de modélisation, et je me suis fait un petit peu ma petite sauce à moi, vous voyez. Bon, et c'est pas très compliqué, elle est compréhensible à peu près par tout le monde, aussi bien par les chefs de projet que par les utilisateurs, et finalement, je m'en porte relativement bien. Bon, enfin, on va terminer donc cette présentation par un certain nombre de considérations. D'abord, la génération du code. Alors, c'est tout le problème hein, aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est donc de générer du code. Beaucoup d'exemples. Il y a énormément de générateurs de code qui existent sur le marché. C'est vrai que ça ne marche pas très bien. Ça marche pas. Depuis 30 ans, les chefs de projet ne sont pas très à l'aise avec ça. Parce qu'ils disent que le code, il est moche, que ça n'apporte pas de valeur ajoutée, le codage, il ne ressemble à rien. Bon, ils n'ont pas tout à fait tort. Il faut quand même dire la vérité. Mais je pense qu'on a quand même fait des progrès maintenant, hein, même si le code produit est relativement laid, parce qu'on peut se poser la question, moi je suis contre, parce que j'estime qu'un programme doit être beau à regarder. Mais on peut aussi dire que finalement, en tout cas la finalité d'un programme, d'un codage, ce n'est pas de produire une application belle à regarder, comme on le ferait avec Python par exemple. Ce n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est véritablement les fonctions métiers qui ont été traitées. C'est ça qui est important. Donc on peut très bien y avoir les deux côtés d'appréciation. Hein. Bon. Les programmes, est-ce qu'ils doivent vraiment devenir des œuvres d'art? Non, encore. Moi, je suis très attaché à l'esthétisme. C'est pour ça que j'aime beaucoup Python, hein. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Bon, il ne faut pas se tromper de finalité. Et donc, les développeurs, en général, quand on fait la génération du code, ben, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et maintenant, on peut se poser aussi la question et se dire, que va faire donc l'intelligence artificielle? J'ai eu l'occasion récemment d'en discuter avec vous. Hein. On a vu donc Copilot qui est proposé par Microsoft avec un organisme qui s'appelle OpenAI, qui prétend générer du code à partir d'une description textuelle en utilisant un produit qui s'appelle GPT-3, qui permet donc on a une expression textuelle et il va générer donc le code. Alors évidemment, on ira dire que ce n'est pas beau, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous croyez vraiment qu'on sera encore concerné par l'indentation que l'on pratique avec Python? Oui. Est-ce que vraiment on en sera encore là? Ce n'est pas évident du tout. On sera dans les directions informatiques, on sera concerné d'abord par l'efficacité du code que l'on a produit, sa robustesse. Vous voyez, c'est ça qui nous intéressera. Maintenant, est-ce que ça aura été produit? Est-ce que le code est vraiment beau? Enfin, moi, ça ne me paraît pas donc essentiel. Donc, je vous donne pour terminer, parce que je m'engage, hein, quelques recommandations. Je pense que d'abord, si vous voulez aborder la modélisation, soyez naturel. L'approche doit être naturelle, ne rien imposer et faire l'analogie avec les mathématiques. Pourquoi? Parce que je maintiens, je le répète, que les mathématiques, on les a mal enseignées aux gens qui n'aiment pas ça. En fait, c'est un jeu, les mathématiques, c'est tout. Et donc, moi, j'ai enseigné les mathématiques pendant pas mal de temps. Je n'ai jamais eu d'échec. Pourquoi? D'abord parce que je croyais à ce que je disais, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, je l'ai démontré. J'ai montré que c'est un jeu et qu'il faut apprendre quelques bricoles par cœur. Bon, une fois qu'on a fait ce pinceau, ensuite, on va pouvoir s'amuser, car on s'amuse en mathématiques. Bon. Donc, ne rien imposer et faire l'analogie avec les mathématiques.
Impliquer les bonnes personnes dans le soutien donc, de l'approche. Comme ça va aboutir à la modélisation à des changements d'organisation. On le voit maintenant avec le codage donc, et l'infonuage. Vous devez avoir l'appui de la direction générale et des directions impactées, celle de l'informatique en particulier. Et donc, pendant la vie des projets, il faudra avoir accès aux décideurs. Quand je parle de la vie des projets, en particulier dans la phase dite de modélisation. Il reste 2 minutes, si vous le permettez. Il faut que les modèles soient lisibles par rapport à l'exploitabilité des modèles. Alors, c'est très difficile de faire un choix des techniques de modélisation qui soient à la fois compréhensibles par les métiers et transmissibles à l'informatique. Il n'y a pas de solution miracle. En général, on va plutôt, on va dire, favoriser l'un que l'autre. Mais il faut quand même essayer d'assurer quand même le maximum, donc, on va dire, d'homogénéité. Il faut donc essayer aussi d'avoir l'homogénéité des modèles au même niveau. Quand vous proposez un modèle, vous allez donc impacter différentes personnes, des chefs de projet, des utilisateurs, des directions opérationnelles. Il faut que ce soit à peu près compréhensible par tout le monde. Sinon, vous ne serez concerné que par une seule direction. Et ça, ce n'est pas simple. Et donc, n'allez peut-être pas trop loin dans le détail. Pensez toujours à la généralisation, spécialisation. Vous voyez, il faut toujours avoir ça. Donc, pensez que tout le monde n'a pas nécessairement votre niveau d'approche et que peut-être que pour certains, ça reste du mandarin du Moyen-Âge. Bon. Donc, homogénéité donc, des modèles donc, de même niveau. Un modèle, par ailleurs, doit avoir un but. Il faut que le rôle de chacun des modèles soit particulièrement défini, vous voyez, dans son utilisation et en termes de destination. Un modèle doit être lisible, bien entendu, et je vous dis, c'est le principe de généralisation, spécialisation. Je suis un chien quand je fais faire donc, des modèles. Pourquoi? Je leur demande d'abord de réfléchir et de me faire leur application sur une page, pas plus, une page. Ah non, c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Non, simplifiez-moi tout ça, synthétisez-moi tout ça et faites-moi ça sur une page. Après, on va détailler. Et les outils, les modéleurs graphiques, que ce soit UML, BPMN ou les autres, sont parfaitement numérisés, sont parfaitement capables de spécialiser à partir d'un modèle. Vous voyez, on va de couche en couche. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Un process, enfin, process métier, donc, doit avoir un objectif. Quand on modélise un process avec un outil de modélisation, il faut qu'il y ait un objectif, parce que s'il n'y en a pas, ou il est constitué d'un agglomérat de processus, c'est qu'on s'est trompé. Bon, moi, c'est un petit peu tout ça que je voulais vous dire. Hein. Je m'aperçois que j'ai la mauvaise version de ma présentation. Ben, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous dire en termes donc, de modélisation. Je suis très attaché à cette modélisation parce que l'expérience m'a permis de constater que ce que je produisais avec mes développeurs était meilleur. C'était plus facile à maintenir, ça coûtait moins cher. C'est vrai, il y a eu des moments où mes développeurs m'ont envoyé paître. Il y a certains, je n'ai jamais réussi à les convaincre. Parce que pour eux, c'était vraiment un truc en plus inutile et ils n'étaient pas payés pour ça, en gros. Bon, moi, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant ce qu'il en est. Alors, comme je l'ai mis sur cette page, le sommaire est sur le site www.lemarceau.com et surtout, vous allez avoir donc les prochains webinars. Alors, je vous propose surtout, je vous invite surtout au prochain webinaire où là, on va bien s'amuser. Je vais expliquer que les gens qui font l'intelligence artificielle disent n'importe quoi et qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et donc, vous allez voir, c'est très croustillant et c'est parce que je crois qu'effectivement, vous avez complètement perdu la tête. Vous voyez encore tout à l'heure que maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, certains pensent qu'on va devenir immortel. Ah bon? Non, je crois qu'il faut arrêter. Donc, ce sera l'objet de la semaine prochaine. Vous allez voir, on va bien s'amuser. En attendant, j'espère que je vous ai intéressé par mes propos. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Fin de semaine pour nos amis québécois. Vous voyez, je retiens bien les leçons. Hein. Si vous avez des questions, de toute façon, vous trouverez cette présentation demain, comme d'habitude, sur notre site. Je vous remercie infiniment pour votre attention et j'espère vous retrouver vendredi prochain. Merci.